Donc, on va pouvoir attaquer la session de présentation des travaux qui ont été sélectionnés. En premier lieu, est-ce que Ryan Ben Enada il est là, voilà, bonjour. Donc, il va nous présenter, qui vient de Tours, qui va nous présenter l'utilisation d'un modèle d'intelligence artificielle RTRO pour l'aide à la décision diagnostique pour le statut du tendon du long biceps dans la rupture distale du tendon supraépineux. Merci, monsieur le modérateur. Merci à l'Académie de chirurgie de me donner l'opportunité de présenter mon travail intitulé « L'intelligence artificielle peut-elle aider à la décision en arthroscopie ?» Tout d'abord, quelques définitions. L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine à simuler la pensée humaine. Le machine learning est, lui, un domaine de l'intelligence artificielle dans lequel un modèle est entraîné à réaliser des tâches en apprenant des exemples de ces dernières. Par exemple, dans la détection d'images, on va lui montrer des images de chats, de chiens, de cheval. Et on va étiqueter ces images pour lui dire à la fin, ça c'est un chien, ça c'est un cheval. Et puis lui, son but, ça va être de trouver la fonction mathématique qui va relier les deux pour en déduire un modèle. Et le deep learning, lui, est un sous-domaine du machine learning dans lequel les algorithmes et les modèles utilisés sont des réseaux de neurones artificiels. Et un réseau de neurones artificiels, c'est rien d'autre qu'une fonction mathématique un peu plus complexe, mais qui va permettre de réaliser des tâches plus intéressantes. L'intelligence artificielle a deux points d'impact majeurs en chirurgie orthopédique. Tout d'abord sur la formation chirurgicale, en permettant d'obtenir un feedback péropératoire, en permettant une analyse post-opératoire qui pourrait entrer dans le cas, par exemple, d'une pratique délibérée, ou par l'entraînement par simulation. Le deuxième pan est l'intervention en elle-même, avec la planification préopératoire, l'assistance ou la navigation péropératoire, et parfois même la prédiction du résultat post-opératoire. Le but de ce travail était d'évaluer la capacité d'un modèle d'IA à donner un feedback opératoire lors de chirurgie arthroscopique d'épaule. Le choix du support arthroscopique a été justifié par le fait que la technique arthro nécessite une courbe d'apprentissage qui est longue et difficile, dont la prise de décision est expérience dépendante et source d'erreurs évitables, et par l'exploitation potentielle du signal vidéo en computer vision. Une fois ce support choisi, il a fallu articuler le projet autour d'une problématique simple. Nous avons choisi celle de la gestion du tendon du long biceps dans les petites ruptures de la coiffe des rotateurs. Celle-ci n'est simple que d'apparence, puisqu'elle est quand même source de controverses et qu'il n'existe à ce jour pas d'algorithme décisionnel précis. La qualité des données d'entrée est un prérequis indispensable en intelligence artificielle. La première partie de ce travail a donc consisté à valider une banque de données d'images en vue d'être implémentée dans un modèle IA. Et la deuxième partie du travail a consisté à créer, entraîner, puis à évaluer un modèle d'intelligence artificielle, à statuer sur le caractère sain ou pathologique du tendon du long biceps sur des images arthroscopiques. Première partie, analyse de concordance interobservateur pour l'évaluation arthroscopique diagnostique du tendon du long biceps dans les petites ruptures de la coiffe des rotateurs. Dans une précédente étude, il a été montré qu'en l'absence qu'en l'absence de protocole exploratoire précis, la concordance interobservateur pour une question aussi basique que de statuer sur le caractère sain ou pathologique du tendon du long biceps ne permettait que d'obtenir un faible niveau de concordance, alors même que l'arthroscopie est la technique gold standard pour analyser ce tendon. L'objectif de notre étude était donc d'évaluer la concordance interobservateur sur le statut sain ou pathologique du tendon du long biceps par un protocole d'exploration standardisé. L'objectif secondaire était de valider un dataset d'entrée, dite vérité terrain, qui servira à entraîner secondairement le modèle IA. L'hypothèse de notre étude était que la concordance serait suffisante pour permettre d'utiliser ces données en entraînement du modèle. Le recueil de notre étude a été prospectif et multicentrique. 379 vidéos ont été recueillies auprès de 15 centres, établissements publics et privés, sur une période de 2 ans, février 2019 à février 2021. Nous avions 2 critères d'exclusion, l'absence du respect strict du protocole d'analyse et une définition d'image insuffisante. Il n'y a pas d'effet seuil en termes de résolution qui a été rapporté dans la littérature. En revanche, il a été bien montré que la qualité des images affecte leur exploitation en machine learning et en deep learning. L'inclusion finale comportait 199 vidéos. 4 zones d'analyse étaient faites, l'insertion du tendon à la glène, la portion intra-articulaire proximale, la portion intra-articulaire distale et la gouttière bicipitale.
Chaque chirurgien devait ensuite renseigner le statut sain ou pathologique du tendon. Dans le registre, il y avait des tendons sains, des tendons pathologiques avec rupture partielle, des hypertrophies en sablier, des fissurations, des désinsertions proximales ou SLAP 2, des lésions extrinsèques à type de chondral print, etc. Chaque vidéo faisait ensuite l'objet d'une préparation qui consistait à retenir 4 images d'intérêt correspondant chacune aux 4 zones d'analyse du tendon. On profitait de ce temps-là pour délimiter les régions d'intérêt par des bounding box qui seront utilisées pour l'apprentissage supervisé du modèle IA. Nous avons donc conduit une analyse interobservateur par le biais du coefficient kappa de Cohen. En revanche, dans notre cas, la fréquence des événements n'était pas équiprobable et il importait dans ce cas-là de considérer le kappa maximum théorique qui n'était pas toujours de 1. Et dans ces cas-là, le rapport kappa sur kappa max est représenté par le kappa accuracy qui donne le taux de précision à atteindre pour arriver au kappa mesuré. Nous avons conduit 2 analyses interobservateurs, une première entre un observateur junior O1 et un observateur senior O2. Le but de cette première analyse était de valider la segmentation des images pour l'exploration du tendon. Une deuxième analyse a été conduite entre le chirurgien opérateur qui disposait, lui, des données cliniques et d'imagerie de ses patients, et chacun des observateurs O1 et O2. Le but de cette analyse était de déterminer quelles données d'évaluation devaient être retenues et associées aux images lors de la construction du modèle. L'analyse entre O1 et O2 a mis en évidence une forte concordance interobservateur pour l'analyse du statut sain pathologique du tendon. Lorsque l'on démembrait les lésions, les taux de concordance étaient variables. En revanche, le kappa accuracy était toujours supérieur ou égal à 86%, à l'exception de la fissuration. Dans la deuxième analyse entre le chirurgien opérateur et O1 et O2, les taux de concordance pour l'analyse du statut sain pathologique du tendon du long biceps étaient également modérés à fortes. Lorsque l'on démembrait les lésions, les taux de concordance variaient et le kappa accuracy était toujours supérieur ou égal à 85%, sauf encore une fois pour la fissuration, et cette fois également pour l'instabilité. L'hypothèse de cette première étude a donc été confirmée. L'utilisation d'un protocole d'analyse standardisé a permis d'améliorer la concordance interobservateur avec des niveaux de concordance modérés à fortes. La forte concordance entre O1 et O2 valide la fiabilité des images segmentées, et la bonne concordance entre le chirurgien opérateur et les 2 autres observateurs valide l'utilisation des données dites vérité terrain, celle du chirurgien qui disposait de l'examen clinique de son patient, de ses imageries préopératoires, etc. Les lésions dynamiques telles que l'instabilité étaient mal évaluées. Par définition, l'analyse a été faite sur des images qui sont statiques. Et concernant les lésions à un stade débutant, telles que cette image de fissuration, elle est sujette à la subjectivité de l'observateur puisqu'elle peut être considérée comme un tendon sain ou un tendon pathologique en fonction. Une fois que le dataset d'entrée est validé, nous allons passer à la deuxième partie qui porte sur la conception du modèle d'IA. L'objectif de cette deuxième étude était de construire un modèle d'IA d'aide à la décision basé sur des images arthroscopiques dans le but de statuer sur le statut sain ou pathologique du tendon. L'objectif secondaire de l'étude était de construire un deuxième modèle d'aide à la décision, cette fois qui a à la fois les images arthroscopiques mais aussi les données cliniques et paracliniques des patients, toujours dans le même but, statuer sur le caractère sain ou pathologique du tendon. Et notre hypothèse était que chacun des modèles était capable de faire mieux que le hasard. Le recueil a encore été une fois prospectif et multicentrique. Nous avons récupéré les données cliniques de chaque patient, leurs examens complémentaires, les scores et les images arthroscopiques issues des vidéos et préparées, tel que ça a été décrit en première partie. Nous avons construit 3 modèles. Tout d'abord, un premier modèle qui était un réseau de neurones convolutif, donc c'est un type de réseau particulièrement adapté à l'analyse d'images. Un deuxième modèle qui était un perceptron multicouche, qui vectorisait en une dimension les données cliniques et d'imagerie des patients. Et un troisième modèle qui était un assemblage des 2 premiers modèles. Pour chacun des modèles, le but était de donner une réponse entre tendon sain et tendon pathologique. Et chaque modèle a été entraîné selon un apprentissage supervisé. Concernant le premier modèle, le réseau de neurones convolutif. Entraîner une couche de convolution est une tâche longue et difficile, car elle nécessite des ressources importantes, des temps de calcul très élevés et des quantités d'images massives de l'ordre de la centaine de milliers, voire du million d'images. Dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on appelle du transfer learning, et c'est ce qu'on a fait dans notre cas. On a utilisé des couches de convolution qui ont été pré-entraînées sur une tâche similaire, donc de la détection d'images. Ici, c'était le modèle Inception V3, qui a été entraîné sur la base de données ImageNet. C'est la base de données la plus conséquente sur Internet qui existe à ce jour. Donc, ça constitue une sorte de squelette, un ADN qui est capable de réaliser ces tâches-là et qu'on a incorporé à notre modèle en y ajoutant nos propres couches d'extraction et de classification pour répondre à la question que l'on a posée. Le deuxième modèle, le perceptron multicouche, lui,
était un peu plus simple puisqu'il récupérait des données sous forme de tableur. Les données d'image étaient codifiées dans un tableur Excel. Il n'avait pas les images de dimension comme on le voit sur la diapositive. Et puis, il sortait un vecteur pour chaque patient et en fonction de ces données, il répondait tendon sain ou tendon pathologique. Et le troisième modèle, c'était un assemblage des deux premiers. On supprimait les classifieurs individuels et on rajoutait un classifieur commun qui prenait en données d'entrée celle du réseau de neurones convolutifs, celle du perceptron multicouche, et qui statuait encore une fois sur le caractère du tendon. Pour chacun des modèles, on mesurait ses capacités en apprentissage et en généralisation. L'apprentissage, c'est la capacité du modèle à répondre sur des images sur lesquelles il a déjà été entraîné. On lui a déjà présenté ces images par le passé, on lui a déjà dit si le tendon était malade ou sain dans ce cas-là, et on lui représente l'image et on teste sa capacité à apprendre par cœur. En généralisation, on lui présente des images qu'il n'a jamais rencontrées et on teste ses capacités à généraliser ce qu'il a appris. Pour le premier modèle qui correspondait à l'objectif principal de l'étude, donc c'était le réseau de neurones convolutifs qui traitait uniquement des images. Ses résultats en apprentissage étaient de 93% et en généralisation, on était à 80%. En fin d'apprentissage sur les 5 dernières époques. Pour le deuxième modèle, on était à 85% d'apprentissage, 75% de généralisation. Il s'agissait là du modèle qui disposait uniquement des données d'une dimension. Et pour le troisième modèle, qui disposait de l'ensemble des données, on tombait à 77% d'apprentissage et à 58% de précision en généralisation. L'hypothèse a été également confirmée ici, puisque le premier modèle est parvenu à déterminer le caractère sain ou pathologique du tendon du long biceps avec un taux de précision, on considère ici la généralisation, à 80%. En revanche, ces résultats ne sont pas transposables en pratique clinique courante, parce que pour être utilisé, un modèle doit parvenir à faire mieux qu'un clinicien expérimenté, et on est encore loin des taux de précision qui ont été mesurés en première partie. Lorsque l'on analyse les courbes, pour le premier modèle, sa performance était bonne. Le caractère oscillant de la courbe orange, celle de généralisation, témoigne de la faible quantité de données. Le deuxième modèle souffrait également d'un faible nombre de données et d'overfitting. Et le troisième modèle, lui, n'a pas bénéficié de l'association des deux premiers puisqu'il faisait moins bien que chacun d'entre eux. Notre étude comporte plusieurs limites. Tout d'abord, le faible nombre de données. Les images ont été labellisées initialement par un chirurgien junior. Il n'y a pas eu de pondération des facteurs médicaux. Pour le perceptron multicouche, chez le patient, un antécédent de dyslipidémie et la taille de la rupture à l'IRM avaient le même poids dans la décision finale. Les points forts ont été d'avoir utilisé un transfert learning qui ont permis de renforcer la puissance de l'algorithme et la validation du dataset d'entrée par la première étude. Pour répondre à la question initiale, l'intelligence artificielle peut-elle aider à la décision en arthroscopie? Oui, mais pour l'instant, on fait mieux que le hasard, mais on ne fait pas aussi bien que l'humain expérimenté. On a mis l'accent sur la qualité des données d'entrée, qui est une condition sine qua non en IA. La quantité des données d'entrée est également aussi importante, et ça remet sur le débat la question des big data en médecine. Alors, ça existe par les registres, qu'on connaît surtout dans les pays nord-européens, ou encore les données administratives, mais qui donnent peu de renseignements cliniques sur nos patients. Le choix de l'algorithme est également important, en fonction de son étude des images ou des données cliniques, on n'utilisera pas le même type d'algorithme. Ça a aussi mis en lumière la nécessité d'une utilisation responsable des données. La transparence de codage des algorithmes dans les études est importante pour qu'on puisse avancer pas à pas sur la question de l'IA. Et il y a aussi des questions non résolues, notamment le coût de l'IA en termes de stockage de données, en termes de sécurité, en termes d'utilisation de hardware, de software, d'éthique. En conclusion, cette étude a permis de travailler sur l'identification d'une zone d'intérêt dans une vidéo arthroscopique. Ça ouvre des pistes sur l'aide à la décision diagnostique péropératoire, mais aussi sur une aide à la décision thérapeutique en péropératoire. Et notre perspective est de pouvoir réaliser à terme une solution embarquée dans une colonne arthroscopique. Alors pour le moment, ce n'est qu'une preuve de concept qui pourrait être appliquée à d'autres questions thérapeutiques en orthopédie qui utilisent l'arthroscopie, mais également dans d'autres spécialités, à condition que le signal vidéo puisse être exploité, ce qui n'est pour l'instant pas le cas en chirurgie à ciel ouvert. Je vous remercie pour votre attention. Des questions Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors c'est vrai qu'on est un peu déçu par les résultats parce qu'on aimerait que ça fasse mieux que l'expert et qu'on gagne en pratique clinique, mais c'est les premiers pas en fait. Et je pense qu'on met le doigt pour nous chirurgiens d'avoir une aide comme ça, un mentoring qui intègre toutes ces big data, ces données, c'est assez passionnant. Vous avez des questions dans la salle? Vous avez un nombre de cas qui est relativement limité.
Est-ce que vous savez s'il y a un nombre de cas indispensables pour que l'IA soit intéressante et qu'on puisse vraiment conclure? Alors, tout dépendra de la question qu'on se pose. Le nombre de cas était limité et pourtant, on a travaillé avec 15 centres. C'est un recueil prospectif qui a été fait sur plus d'1 an. Donc, ça montre toute la difficulté qu'on a à collecter ce type de données-là. Nombre de données, non. Alors, ce qu'on voit sur les courbes des différents algorithmes, c'est qu'au bout d'un moment, ils arrivent à un effet plafond en termes de nombre de séquences d'apprentissage et peut-être de nombre de vidéos. Je pense que… Comment? Vous avez ce nombre? Non, puisqu'on ne l'a pas atteint. On s'est arrêté à 199. Et Ce que je veux dire, est-ce que vous le connaissez dans l'absolu? Non, je pense qu'il y a pas… Combien faut-il avoir de cas pour qu'une IA soit significative et efficace? Je pense qu'il n'y a pas de réponse donnée pour… En général, tout dépendra de la question. Là, c'est pourtant fondamental parce que le nombre de données, ils ne sont pas faciles toujours à avoir, ces données. Bien sûr. Donc, il nous faut des milliers de cas pour que ça change complètement l'analyse. Le nombre de cas. Pour l'instant, ce qu'on a retenu, c'est que plus on avait de données, mieux c'était. Là, les algorithmes qu'on a utilisés, qui ont été entraînés sur des bases de données massives, ils ont travaillé sur des centaines de milliers, même millions d'images. Alors nous, on a trouvé la parade en médecine, c'est qu'on a utilisé, on s'est servi de ce savoir-faire-là, savoir-faire informatique, pour le transposer à nos outils. Et nous, on a réussi à travailler avec seulement 199 vidéos. On a également des procédés de transformation d'images. Là, les algorithmes n'avaient pas seulement 199 images. Ils en avaient 199 x 4. Et chaque image était transformée. Il y avait des zooms entre 10 et 20%, des rotations, des translations horizontales, verticales. Donc, on a des parades pour compenser au fait qu'on ait peu de données. Mais aujourd'hui, on n'a pas de nombre. Et plus on aura de données, mieux ce sera. Et on a des parades. Et il ne serait pas intéressant d'intégrer la clinique dedans? Si. Alors le troisième modèle l'a fait moins bien, mais on a des explications pour ça et on pense qu'en codant correctement, enfin, c'est pas une question de codage, mais en traitant les choses d'une manière différente, on pourrait arriver à des réponses plus performantes que l'image seule. C'est un sujet très important parce qu'en chirurgie, nous avons souvent peu de données, en particulier quand il s'agit d'innovation, de dispositifs médicaux implantables et sur lesquels on aimerait aller plus vite que des systèmes de comparaison contre d'autres CDI où il y aura beaucoup plus de malades, etc. Et comment aujourd'hui vous voyez parce que là, ce que vous dites, si on arrive à dépasser cette problématique du petit nombre de cas, grâce à l'IA, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, d'avoir une espèce de jumeaux numériques sur lesquels on pourrait comparer quelque chose par rapport à un nouveau dispositif. Alors, recréer un placebo virtuel, comme si on compare avec du médicament, on compare contre un placebo. Et maintenant, on sait même qu'en matière de molécules, on fait des molécules virtuelles qui vont servir de base comparative. Donc, nous, en chirurgie, on a besoin d'avoir des modèles de comparaison qui nous permettent d'avoir une meilleure interprétation. Si M. Berouet peut intervenir, il a participé à votre travail, c'est Oui, ça? c'était mon directeur de thèse. Voilà, donc je vois qu'il est dans l'audience et qu'il nous a dit dans le modèle présenté, nous avons intégré des données cliniques, c'est ça? Oui, c'était simplement bonjour à tous et merci d'avoir accepté le travail de Ryan pour cette présentation aujourd'hui. J'ai malheureusement pas pu me libérer en fait physiquement. Oui, c'était simplement une remarque au précédent monsieur là qui a parlé et qui posait la question qu'il aurait été intéressant d'avoir des données cliniques, et dans notre travail en fait on a intégré les données cliniques. Enfin voilà, je me permettais simplement de le rappeler. Alors ce que vous a montré Ryan en fait, c'était uniquement ça. C'était pas uniquement de l'image, il y a eu certes un apprentissage sur l'image, mais ensuite on y a associé les données cliniques corrélées à ces images. Vous devez standardiser les réglages vidéo. Parce que je vous pose cette question parce que à l'époque, on opérait beaucoup l'appendicite et on était parfois surpris de l'image vidéo par rapport à la réalité de l'organe quand on le voyait à ciel ouvert. Et il peut y avoir des variations là, entre les différents réglages des caméras qui peuvent un peu brouiller les cartes et qui, ça vous permettrait peut-être d'augmenter les résultats.
Alors, le recueil était multicentrique, donc c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'en fonction des chirurgiens, des centres, l'image n'était pas différente? En arthroscopie d'épaule, c'est assez standardisé dans le sens où les optiques sont tous à 30 degrés, donc en termes de déformation d'image, on est sensiblement sur des choses comparables. En revanche, après, voilà, les réglages peuvent aboutir à des résolutions différentes, et ça a été vu, ça a été montré que des résolutions faibles impactaient négativement les algorithmes. Il n'y a pas de seuil minimum dans la littérature pour le moment. Et c'est pour ça qu'on a exclu les vidéos qui, pour nous, souffraient d'une définition d'image faible pour pas tirer l'algorithme vers le bas. Mais là, comme ça, je vois pas d'autres traitements qu'on pourrait faire pour essayer de le tirer vers le haut. C'est plus pour pas niveler vers le bas, en fait, qu'on a présélectionné. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.